Bonjour, Chronique Fantasy, et qui revient sur le objectif rune en plus du numéro 90 de Bifrost. Cette fois avec Les Centaures d'André Lichtenberger. C'est un roman donc il y a une introduction de Thierry Fraisse, une préface d'André Lichtenberger lui-même, une postface de Brian Stableford traduite de l'anglais par Thierry Fraisse. C'est illustré par Victor Prouvé. Publié aux éditions Calidor dans la collection L'Ange d'Or de la Fantaisie, le roman initialement date de 1904, cette version illustrée de 1924. Il est ressorti ensuite en 2013 et là c'est 2017 et ça fait dans les 300 pages environ. Donc, comme je le disais, ce roman avait été initialement chroniqué par Mapom dans la revue Bifrost dans un focus l'associant aux deux autres publications des éditions Calidor sorties en même temps, Le Canne Blanc de Harold Lamb et Le Serpent Ouroboros volume 1 de E.R. Edison. Focus publié directement sur le blog de la revue dans la rubrique Objectif Rune en plus du numéro 90. J'ai cependant consacré des chroniques un peu plus détaillées à chacun des trois volumes pris indépendamment. Voici donc pour les centaures avec sa vidéo. La deuxième salve de l'excellente collection L'Âge d'Or de la Fantaisie chez Calidor contient une belle curiosité. Les Centaures, roman signé André Lichtenberger, paru initialement en 1904 et largement oublié depuis les années 1920, époque d'une belle réédition avec des illustrations de Victor Prouvé qui sont ici reprises. Étrangement, c'est d'abord via la traduction anglaise de Brian Stableford chez Blackout Press que le roman a été ressuscité. Or, ce roman peut, rétrospectivement, être envisagé comme un des premiers romans de fantasy français, sinon le. Mais disons-le d'emblée, c'est une lecture qui en vaut la peine, bien au-delà de ce questionnement finalement très anecdotique et un peu vain. Si la réédition des Centaures est tout à fait bienvenue, c'est d'abord et avant tout parce qu'il s'agit d'un très bon roman. L'histoire se déroule dans une sorte de cadre préhistorique fantasmé où règnent sur les animaux paisibles trois nobles races hybrides issues de la mythologie grecque. Les centaures d'abord, les faunes et les tritons ensuite. Nous adoptons le point de vue des fiers centaures, dont le roi Clévorac a partout imposé sa loi, prohibant le meurtre entre animaux. On tuera qui tue. Mais il est des êtres méprisables, tour à tour appelés les maudits, les impurs, les écorchés, qui n'ont que faire de la loi de Clévorac. Les humains, ces monstres odieux et chétifs qui se vêtent de la fourrure des autres et inventent des objets étranges. Sur un mode épique, nous le comprenons vite, nous assisterons donc, au travers des yeux des centaures, à la fin de ce paisible et idyllique monde où règnent les races nobles. Les humains, avec leurs inventions, prendront inévitablement le dessus, et qu'importe leur fragilité ou leur immoralité. Il y a beaucoup de souffle et de majesté dans les centaures, roman riche de tableaux puissants, mais il a d'autres atouts, et notamment des personnages probablement bien plus subtils qu'ils n'en ont tout d'abord l'air, ce qui vaut sans doute pour le roman dans son ensemble, à vrai dire. La préface de l'auteur, datant de la réédition après la Première Guerre mondiale, ce qui change pas mal de choses, fait un peu peur, avec son leitmotiv bien de son temps, famille, race, patrie, et il est vrai que la fierté des races nobles, même sur le déclin, peut assez bien illustrer ce thème. Disons que, toute chose égale par ailleurs, ce qui compte semble-t-il le plus, c'est la description d'un monde utopique à un âge d'or. Ce qui peut rejoindre même à rebroustant les préoccupations d'un auteur engagé en politique dans le parti radical et spécialiste de l'histoire du socialisme. Quand bien même il s'agit d'un monde d'essence plutôt aristocratique, où l'égalité globale n'est en fait obtenue qu'au travers de la souveraineté d'une élite raciale garante de la paix publique. Le ton est assez réactionnaire, mais le point de vue des centaures y est pour beaucoup. Eux-mêmes se félicitent de ne jamais se poser la question de l'avenir. Et après tout, la famille, race, patrie des hommes, malgré qu'il en est peut-être, est bien celle de l'auteur, quand bien même on ne les voit ici que comme des ennemis. Ou presque, car il est quelques personnages issus des races nobles, et j'y reviendrai, qui éprouvent une attirance malvenue ou la curiosité le dispute à l'amour pour les frêles impurs. Et ce sont en fait ces exceptions au sein même de leur race respective qui suscitent le plus la sympathie du lecteur. C'est de manière générale plus compliqué que cela. Il y a par exemple des passages sans doute pas très MeToo compatibles, c'est 1904 en même temps, liés par exemple à la tradition nataliste des centaures, pour qui la reproduction est d'autant plus essentielle qu'ils se voient périr à court terme. Et il s'agit donc d'un devoir au plus tôt pour les centauresses. Mais d'autres séquences semblent en prendre le contre-pied, par exemple en mettant en scène la nécessaire lubricité des faunes, dont Pirip, un des plus intéressants personnages du roman, sage à la façon d'un prophète résigné derrière sa frivolité apparente. Ainsi cette scène terrible où il viole une humaine avec l'excuse et beaucoup de guillemets de la pulsion, puis tue son bébé en croyant le sauver. Et en même temps, au-delà du digne Clévorac, ce qui se rapproche le plus d'un personnage principal, sinon d'un héros, est donc la centauresse Cadilda, la propre fille de Clévorac.
celle qui fait d'une certaine manière le choix des humains contre sa race, dévorée qu'elle est par son amour pour le courageux humain Naram. Et ce choix est aussi celui consistant à ne pas enfanter, à repousser tous les centaures qui sont dévorés d'amour, ou du moins de désirs passionnels, pour la belle centauresse blanche. Après la guerre et la préface appropriée, on aurait pu être tenté d'y voir une Matahari, mais c'est pourtant une fausse piste. Dans ses choix contre nature, elle suscite bien davantage de sympathie que son père et ses guerriers, à la virilité brutale et bornée et portée à la fanfaronnade. Ces questions sont-elles seulement pertinentes? Je tends à le croire. Mais le roman est d'une force et d'une majesté qui autorise à s'en dispenser pour s'en tenir au seul plaisir du récit épique, débordant d'un souffle admirable et de tableaux saisissants. Ce qui prime, c'est la beauté des images, la beauté luxuriante de la nature richement notée, mais tout autant la beauté morbide du destin apocalyptique des races nobles qui s'effondrent sous nos yeux, non sans sursaut glorieux, et qu'importe si la gloriole est vaine. La réédition des Centaures d'André Lichtenberger aux éditions Calidor nous permet donc de faire une très belle redécouverte, car ce livre mérite bien qu'on le lise au XXIe siècle. L'éditeur qui fait illustrer toutes ces publications a eu ici l'heureuse idée de reproduire le travail accompli dans ce qui était jusqu'alors l'ultime réédition du roman en 1924 par Victor Prouvé, un artiste notable de ce temps. Le résultat en est tout à fait convaincant. On peut donc une fois de plus remercier les éditions Calidor pour leur travail admirable et ces éditions ou rééditions d'œuvres de fantaisie anciennes et trop souvent injustement oubliées ou méconnues de par chez nous. Disons-le, Calidor est une bénédiction.